Coucou! Coucou! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette! une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Richard et d'Emmanuel pour vous parler d'un sujet encore jamais évoqué sur la chaîne, à savoir les bases de données NoSQL. Alors, préparez-vous à secouer vos idées reçues sur la data. Aujourd'hui, on va parler de bases de données qui stockent les données dans un format non relationnel. Imaginez donc un monde où les données ne rentrent plus dans des cases toutes strictes, mais s'organisent librement comme une grande fête où chacun choisit sa place. Les bases de données NoSQL, ce sont un peu les hippies de l'informatique, flexibles, créatives et prêtes à gérer tout type d'informations du texte aux photos de chouettes. Alors n'hésitez pas à les utiliser. Sur la chaîne, on aime bien, ou du moins on essaie de rendre les sujets complexes accessibles et fun. Alors attachez vos ceintures, on vous embarque dans un voyage insolite au pays du NoSQL. Mais avant de commencer, Emmanuel, puisque c'est ta première apparition sur la chaîne, je te propose de te présenter. Bonjour, bonjour à tous, merci de m'accueillir et de m'inviter. Je suis Emmanuel Delétang, je travaille chez Microsoft depuis quelques années. Je suis effectivement spécialiste autour du NoSQL. J'ai rencontré dans ma carrière le NoSQL il y a à peu près 8 ans, puisque j'ai travaillé chez MongoDB, là où j'ai découvert effectivement cette grande famille, ces grands types de bases de données. Et puis, j'ai rejoint Microsoft en 2017 et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle Global Black Belt sur tout ce qui est base de données et notamment toutes les bases de données NoSQL. Voilà. Et merci de pouvoir me laisser l'opportunité effectivement de présenter ce nouveau type de base quelque part, mais je vais refaire un petit peu d'historique. Alors, effectivement, quand on parle des bases NoSQL, vous pouvez voir, j'ai des cheveux blancs et je vais faire un petit peu d'histoire. Quand vers 1970, les bases relationnelles sont apparues, il y avait une grosse problématique à l'époque qui était que le stockage coûtait très cher et quelque part, il ne fallait pas répéter deux fois la même donnée. Une des problématiques des bases relationnelles, c'était la scalabilité. On pouvait faire une scalabilité verticale, mais pas horizontale. Et puis, avec l'arrivée des applications qui devaient être déployées mondialement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, une masse de données volumineuse assez pharaonique, ces bases de données pouvaient répondre, mais coûtaient relativement cher. Et des gens se sont posé la question en se disant comment on pourrait faire des bases qui, à la base, vont être capables de stocker des données, être capables d'être très efficients sur la manière de retrouver les données, mais avec une scalabilité horizontale. Et c'est comme ça que sont nées les bases NoSQL. Après, aujourd'hui, dans les bases NoSQL, on a, on va dire, plusieurs types de familles que l'on peut voir. La première, ça a été la Column Family qui a été créée, et l'une des plus célèbres, c'est Cassandra, et on verra que dans Azure, on a un service qui permet de faire ça. L'idée, c'était de dire, je me base sur les bases relationnelles tout en essayant effectivement d'optimiser ce stockage, et on a une notion de table qui est un peu comme dans le monde relationnel. Et puis après, on s'est dit, de plus en plus sur les problématiques, par exemple, d'un panier dans un site web, finalement, on a besoin d'une notion de clé-valeur. C'est-à-dire que je vais aller retrouver des informations très rapidement à partir d'une clé et retrouver l'ensemble des valeurs qui sont stockées. Et donc, sont nées les bases, ce qu'on appelle clé-valeur, key value, aussi en anglais. Ça, c'est un autre type de base que l'on peut faire avec, par exemple, du Cosmos. On verra ça. Et puis aujourd'hui, quand on développe en objet, les objets, comment ils dialoguent entre eux en JSON, et on s'est dit, mais pourquoi passer d'un JSON à une base relationnelle alors qu'on pourrait tout simplement stocker directement le document en format JSON? Et ça, c'est ce qu'on appelle les bases documentaires. Donc on a principalement ces trois grandes familles, et puis il n'y a pas très très longtemps, un petit peu plus en amont, est apparu ce qu'on appelle les bases graphes. Alors ces bases sont un petit peu différentes, on va dire, hein, puisqu'on va stocker des objets, mais au sens métier, business, et on va créer des relations entre elles. Donc, je vais créer par exemple un objet personne, je vais créer un objet qui va être une ville, et puis je vais dire Richard habite dans telle ville. Richard est copain avec Emmanuel. Donc, la relation va être vraiment complètement différente. Romain habite Vannes. Vannes a gagné au rugby hier. Voilà, typiquement, c'est des choses où on ne va pas du tout stocker des ID, des choses comme ça, mais des données métiers. Et donc aujourd'hui, on va voir que dans la famille NoSQL chez Azure, on a effectivement la possibilité de faire du clé-valeur, des colonnes, des documents. Et pour la base graph, on a aussi une équivalent qui permet de faire du graph, mais on n'en parlera pas aujourd'hui puisque c'est dans un Postgres avec une extension. On en parlera peut-être une prochaine fois si tu me réinvites Super. pour parler.
Voilà. Alors, allons-y, regardons un petit peu effectivement comment ça se décline, ça, au niveau des bases de données Azure. Alors, les bases de données Azure, vous, je pense, avez déjà eu des présentations autour de SQL, autour de Postgres ou MySQL. Donc, c'est des services managés qui, eux, hostent des bases relationnelles, hein, assez classiques, hein. Database for Postgres, on host le Postgres open source, et puis on a rajouté effectivement un certain nombre de features qui vous permettent de faciliter la vie. Quand on parle du NoSQL, chez Microsoft, on a vraiment ce qu'on appelle une notion de famille, qui est la notion de famille Azure Cosmos DB. Dans cette famille Cosmos DB, on va dire, on va décliner en trois sous-produits. Le premier, c'est le Azure Cosmos DB for NoSQL. Alors, Azure Cosmos DB for NoSQL est une base qui permet de faire soit du clé-valeur, soit des bases documentaires, et il va permettre de stocker des objets en format JSON. Elle a été créée, et ça, il faut bien le comprendre, pour le portail Azure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le portail Azure, pour cette application web déployée mondialement, eh bien, on a cette notion-là et on va utiliser, tout va être stocké dans une base NoSQL qui va être un Cosmos DB. Mais aujourd'hui, quand on fait du Teams, quand on envoie un email à travers Office 365, il faut savoir que tout est stocké dans des bases NoSQL et Microsoft en interne utilise beaucoup, beaucoup ça pour la flexibilité du schéma, quelque part, être capable d'héberger les mêmes données à moindre coût. Ensuite, on a, on va dire, deux dérivés de ça. Azure Cosmos DB for MongoDB Core. Alors, dans l'API NoSQL, à un moment donné, Microsoft s'est dit, mais pourquoi ne pas développer un proxy Mongo? Et puis, bah, avoir un moteur avec des API différentes, ça posait un certain nombre de soucis. Donc, il y a 2 ans, on a sorti une nouvelle version. On verra beaucoup plus en détail dans une autre session Azure Cosmos for MongoDB. D'ailleurs, je vous invite à revenir sur Chouette un petit peu plus tard pour voir cette session, où avec Richard, on va creuser, vous montrer qu'on est compatible MongoDB avec des capacités assez impressionnantes. Et donc, on a fait un service managé qui permet de faire n'importe quelle application à partir du langage Mongo qui est un peu différent. Et puis, la première base, j'en ai parlé précédemment, c'était la base Cassandra. Eh bien, aujourd'hui, on a un service qui s'appelle Azure Managed Instance for Apache Cassandra. C'est un Cassandra open source, parce que Cassandra est un vrai open source. Et donc, on va l'héberger avec leur ajout de fonctionnalités qui vont permettre de faire de la sécurité dans des private endpoints, de faire du backup restore automatiquement, de faire des mises à jour sans interruption de service. Donc, vous facilitez la vie au niveau des déploiements. Donc, retenez que on supporte des bases de type clé-valeur, des bases de type document, des bases de type colonne, et puis par rapport à votre besoin ou par rapport à un historique, si vous avez besoin de migrer du Mongo, on va être capable de le faire. Si vous avez besoin de développer une nouvelle application, on va être capable de le faire. On recommande plutôt Azure Cosmos DB for NoSQL ou du Cassandra, tout simplement pour migrer. Voilà, donc on a un portfolio assez complet avec des services PaaS, services managés, qui vous permettent ça. La grosse caractéristique de nos services managés, on va dire, que ça soit effectivement à la fois des relationnels, mais aussi des non-relationnels, c'est que les deux vont avoir des facilités pour permettre aux développeurs de développer et d'utiliser cette base de manière la plus simple possible, avec effectivement des SDK. C'est de pur open source quand on prend du MongoDB, puisque Azure Cosmos DB, MongoDB va s'appeler Azure Document DB, et puis c'est lié à la Linux Foundation. Elles vont avoir aussi, ou Cassandra, c'est du pur open source, tout un système d'intégration avec, au niveau des services PaaS, des relations avec les autres services Azure, capables directement de déclencher, par exemple, une Azure Function, capable de faire ça, donc faciliter la vie du développeur le plus possible. Avec aussi, on vous montrera dans quelques petites démos, des extensions directement dans VS Code qui vont vous permettre de développer très rapidement avec GitHub Copilot une application en 4-5 clics réellement qui va utiliser toutes les capacités et toutes les ressources. Et puis dans toutes ces bases, ça c'est important, on a intégré la capacité de stocker des vecteurs, la capacité de faire du full text search, donc la capacité de développer une application avec de l'intelligence artificielle ou sur une application existante, de rajouter des fonctionnalités de intelligence artificielle de manière très simple et très automatique. Et puis de l'autre côté, étant donné qu'on a des services de type entreprise, des services space managés, eh ben on est capable de mettre très directement de la haute disponibilité. Cosmos DB nativement est en haute disponibilité. C'est une des rares bases de données qui a des SLA garanties en termes de disponibilité, en termes de performance. On est capable de scaler, parce que c'est le but des bases NoSQL, hein, de faire un scaling horizontal,
Et puis, on a intégré tous les systèmes de sécurité, d'encryption, de clés, de protection réseau, de droit. Donc vraiment, à la fois pour une entreprise, on est ce qu'on appelle ready for enterprise, et puis pour les développeurs avec des SDK pour faire tous les développements, les SDK open source, que ce soit sur le Mongo ou sur le Cassandra, est capable de faire des applications génératives AI. Donc vraiment tout pour la base de données, entreprise ou développeur. Emmanuel, tu nous as parlé de la partie entreprise, mais qu'en est-il de l'intégration avec l'environnement Azure et notamment la partie sécurité? Sur la sécurité, donc effectivement, il y a tout ce qui est encryption, mais il y a effectivement surtout tout ce qui est Entra ID. C'est-à-dire qu'en gros, Richard Prad at Microsoft.com, j'ai pas besoin de créer dans la base un compte propriétaire avec un mot de passe. Tu vas te servir de ton nom, de ton identité Azure pour effectivement être capable de se connecter. Et ça, c'est pas sympa. D'accord, donc aussi bien pour les utilisateurs qu'aussi la gestion des managed identités quand on a des services pour accéder à d'autres services comme un Key Vault ou autre, quoi. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, une intégration complète. Alors, Cosmos DB NoSQL, donc j'ai déjà un petit peu parlé, comme quoi c'était une base managée, globale surtout. Alors, je crois même, dis-moi oui ou dis-moi non, mais tu as une petite démo qui va montrer la notion de déploiement mondial, n'est-ce pas, Richard? Tout à fait, je vais vous montrer un petit peu comment on met en place la haute disponibilité et comment on peut mettre en place aussi la réplication et pouvoir accéder à nos données à partir de plusieurs plaques. D'accord. L'autre chose, effectivement, c'est cette notion de flexibilité. Alors, on stocke du JSON, donc on est ce qu'on appelle en schéma flexible. Ça, c'est la grande force de tout ce qui est base NoSQL, et effectivement, Cosmos est capable d'avoir ça. L'autre chose, c'est qu'on est capable d'avoir plusieurs SDK. Je peux développer en Python, je peux développer en .NET, mais en Go, en plein de choses, c'est des SDK qui me sont fournis. Elle est effectivement scalable, c'est vraiment par design, on a une notion de clé de partition. Et puis, la chose, c'est effectivement, on garantit des SLA. Et ça, c'est une des rares bases au niveau même qui garantit des SLA de performance, des SLA de throughput, donc on vous garantit de fournir le throughput, et des SLA de haute disponibilité. L'autre chose, c'est tout ce qui est intégration avec les services effectivement, Azure, donc l'Entra ID en est un, mais aussi une notion de trigger pour déclencher effectivement une fonction, ces choses-là. Et puis, une des particularités surtout, c'est cette capacité à être à la fois pour de l'opérationnel, une base OLTP, donc on va stocker en JSON, mais on est capable d'activer dans Azure Cosmos DB un stockage où il va y avoir une réplication interne pour effectivement faire du mirroring fabric, par exemple. Et donc à la fois mes bases de données où je vais avoir mon site web, mes baskets, mes prises de commandes, etc. Et puis souvent, qu'est-ce qu'ils demandent les managers, Richard? Et les chiffres, Les chiffres, les voilà. dashboards. Les Combien dashboards. t'as ven- combien t'as vendu, Emmanuel? Ah, au moins zéro. Et donc, ces dashboards, aujourd'hui, on les fait dans Fabric. Et effectivement, avoir toutes les commandes qui ont été faites sur l'année, sur les 2 ans, etc., les bases NoSQL ne sont pas vraiment faites pour ça. Là, on va faire une duplication des datas directement accessible dans Fabric et mirrorer dans Fabric et pouvoir faire de l'analytics directement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et intégration avec Azure OpenAI. Alors, bon, les slides, c'est bien, hein, mais s'il te plaît, Richard, une petite démo? Ouais, juste un Avant ça, petit. une petite question. Je pense que ces bases de données Cosmos DB sont indexées par défaut sur tous les champs, ce qui fait que c'est très performant aussi de faire des recherches. Oui, tout à fait par défaut, du moment où tu as un document, on va indexer toutes les propriétés d'un document. Donc, ça a ses avantages, ça peut aussi avoir ses inconvénients, mais par défaut, qui peut le plus, va optimiser les performances. Ok. Tu as tout à fait raison, hein, Romain. Allez, on passe à une petite démo, Richard. Donc, nous voici sur le portail Azure, sur l'interface pour accéder en fait à Azure Cosmos DB. Là, dans un premier temps, on va aller sur un Cosmos DB, j'allais dire NoSQL. Et vous allez voir, au niveau de l'overview, on va avoir ce qu'on appelle un hub central pour toute l'administration. C'est-à-dire que on va retrouver les caractéristiques de notre compte Cosmos DB. Vous pouvez voir aussi ici, en live, vous avez aussi des recommandations sur les SDK pour upgrader, pour optimiser les performances. Et ensuite, ici, vous avez
tout un set de recommandations, et je veux dire d'informations, par exemple, pour faire de l'installation ou de l'optimisation avec des références sur un certain article. Donc, vous avez toutes les informations qui sont accessibles directement à partir du portail. Par exemple, tout ce qui va être learning resources, on parle beaucoup à l'heure actuelle d'AI et de MCP. Les derniers exemples de code, par exemple, pour développer vos propres MCP, et à ce moment-là, accéder en langage naturel à votre base NoSQL. Ça va être un exemple. Ensuite, tout ce qui va être configuration, donc la gestion des ressources, la gestion des databases et des containers. Le monitoring qui va être centralisé, avec aussi par défaut sur le portail Azure, on a des recommandations en termes de résilience, en termes de sécurité, en termes d'optimisation et en termes de coûts. Donc là, on va pouvoir retrouver, pardon, ces optimisations-là. Donc, par exemple, ici, on me demande d'augmenter la résilience de mon compte, puisqu'en fait, j'ai une configuration par défaut ainsi qu'au niveau des backups, d'implémenter par exemple du continuous backup. Donc tout ça, vous avez ces recommandations. Et comme le disait aussi Emmanuel, on va avoir aussi la possibilité d'augmenter la résilience. Et cette fois-ci, vous voyez, on se retrouve sur une map monde. Et là, vous avez les différents data centers qui sont accessibles au niveau d'Azure. Par exemple, ici, j'ai mon premier compte qui est en Nostre Europe. Si je veux faire une réplication aux États-Unis ou au Canada, tout simplement, j'ai juste à sélectionner mon data center. Ensuite, je vais pouvoir lui proposer, suivant les régions, si ça le supporte ou ne le supporte pas, par exemple, on va aller plutôt aux États-Unis et à ce moment-là, on va avoir la possibilité d'activer le multizone. Donc, j'active et je n'ai plus qu'à sauvegarder. Et à ce moment-là, automatiquement, ma base de données va se synchroniser et se répliquer sur ce nouveau data center. Et Et je Par là, vois défaut, c'est oui, là de multi-région white. Tu peux écrire aussi oui, sur les autres régions? tout à fait. Là, j'allais en venir, mais tu as Ah, devancé, tu es désolé. devin. Non, L'idée, parce que je crois c'est que c'est une aussi grosse force du service de pouvoir faire tout ça. à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une grosse société, que vous êtes sur toutes les plaques, plutôt que d'avoir une base de données d'un côté et de l'autre, et après avoir des problématiques de synchronisation, on va pouvoir mettre en place le multi-region write, et à ce moment-là, vous allez pouvoir écrire en parallèle sur les deux régions. Et l'avantage aussi, c'est qu'en cas de disaster recovery, si une des régions viendrait à tomber, à ce moment-là, ça serait redirigé instantanément sur la région restante. Et cela permet aussi de réduire la latence. C'est-à-dire que mon application, si je passe une commande et que je suis aux US et que pour passer ma commande, j'attends une minute parce que je vais l'écrire en Europe, il y a des chances que je change de site web. Alors que là, effectivement, c'est écrit en local et ça réduit énormément la latence réseau. C'est une des grandes forces. C'est pour ça, d'ailleurs, que Cosmos DB est la base du portail Azure. Parce que bah, Richard, là, il écrit effectivement basé à Paris. Il va écrire en France centrale. Et s'il était à Seattle, il écrirait à Seattle ses configurations réseau. Et tout à fait. Et du moment où vous activez un réplica, on va atteindre à ce moment-là 5,9 en termes de haute disponibilité. Est-ce qu'on a une limite Juste du nombre de régions, Richard? comment? Est-ce qu'on a une limite du nombre de régions? Non, on va pouvoir sélectionner autant de régions que l'on veut. La seule limite va être, Le coup. j'allais dire, le coût, quoi. Alors, d'ailleurs, par rapport au coût, il y a une chose qui est importante. Je ne sais pas si tu peux aller dans Features, juste un petit peu à côté. Hop. Tout à fait. Dans Features, vous pouvez voir, il y a ce qu'on appelle le Dynamic Scaling per Regions, per partition autoscale. D'accord? Si vous activez cette région, enfin, si vous activez pardon, cette feature, eh ben, vous n'allez pas payer pour chaque région, mais vous allez payer ce que vous consommez dans chaque région. Donc, c'est encore beaucoup plus intéressant. Donc, forcément, quand j'écris, c'est répliqué, je consomme un peu dans l'autre région, mais si j'ai une région pour un disaster recovery, ben, je ne vais pas payer équivalent dans la deuxième région, je vais payer beaucoup moins. Ce qui est super important avec Cosmos DB NoSQL, c'est que vous payez à l'utilisation. Et donc, comme le dit Emmanuel, si vous avez un site de stand-by sur une autre région, vu qu'il n'est pas accédé, à ce moment-là, vous n'allez pas payer pour la partie compute sur ce site-là. Et tu peux descendre un petit peu à gauche, s'il te plaît, descendre. Il y a une chose que j'ai vue, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'on on est capable de s'intégrer avec AI Search, Azure Function et aussi Document Indexer. Tu sais ce que c'est ou pas?
Oui, tout à fait. Donc, la partie Azure Synapse Link, l'intégration, ça va être un petit peu comme avec Fabric, mais on va pouvoir se déverser dans du Synapse. Document indexeur, on va pouvoir à ce moment-là utiliser, comme son nom l'indique, un document indexeur et à ce moment-là déverser le résultat ou les vecteurs directement dans Cosmos DB. Donc, pour renseigner des embeddings. La partie Azure Function, c'est-à-dire aussi que on va pouvoir sur des événements en fonction de modifications, par exemple, qui arrivent dans la base de données, par exemple déclencher d'autres événements ou déclencher du processing, par exemple un document, enrichir ce document-là pour le stocker avec d'autres propriétés annexes. Ou le répliquer, par exemple, ailleurs. Donc, vraiment, Tout à des fait. choses riches. L'autre chose aussi, hein, c'est qu'on intègre au niveau sécurité Defender for Cloud, hein. Si tu remontes un petit peu. Oui, tout à fait. Defender for Cloud, ainsi qu'en termes d'identité, on pourra avoir aussi du manage identité dessus pour pouvoir accéder à d'autres services. Donc Et moi, vraiment, moi j'aime bien Fabric. Alors si on regarde le bouton Fabric ici, le mirroring, il va t'envoyer directement vers le portail Fabric pour configurer automatiquement ton mirroring de tes données dans le OneLake, hein. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'objectif. C'est de transférer les données directement dans le OneLake sous forme de fichier Delta et ensuite pouvoir Pour la partie l'exposer et analytique, hein. l'utiliser. Voilà. À Super. partir d'un lakehouse ou d'un warehouse. Et notamment faire aussi du langage naturel avec les data agents, vu que tu aimes bien Fabric, hein, pour accéder à nos données Cosmos. Donc, comme tu le disais, Romain, voici le database mirroring in Fabric, qui est encore en preview, qui va nous permettre justement de mettre en place cette réplication-là. Mais revenons un petit peu aux données. On vous a parlé de l'infrastructure. Au niveau de notre Data Explorer, on va pouvoir accéder à la base de données et aux documents. Ici, vous voyez, nous avons des documents de type JSON, c'est-à-dire comment on les requête. Donc, il y a deux façons de requêter une base Cosmos DB NoSQL. La première, c'est via les API. La deuxième, c'est via des requêtes. Donc, ça va être une syntaxe qui ressemble à du SQL qu'on connaît bien dans le monde relationnel. Donc, un select tout simple et à partir de là, ça va nous retourner nos documents. Donc là, select étoile très brut et on va pouvoir affiner avec un select count en filtrant sur un prix, par exemple. Et ici, vous voyez, on a notre nombre de documents. Et ce qui va être aussi intéressant, comme je vous le disais, la facturation, le billing est à l'usage. Donc, au niveau des query stats, on va voir ce qui va être consommé et on va avoir une notion, une unité qui est les request units lorsqu'on parle de Cosmos DB. Une request unit, c'est pour lire un document d'une quantité d'1 kilo. Donc ça c'est prédictif, Donc, hein. c'est voilà. qualifié. Et donc, du coup, on va pouvoir assez facilement identifier la scalabilité et les ressources qui vont être nécessaires en fonction du nombre de requests par seconde que l'on va avoir. Surtout que dans ce modèle-là, on a à avoir aussi la possibilité, en termes de scalabilité, de faire ce qu'on appelle de l'autoscale. C'est que on va provisionner des ressources en fonction de l'usage et donc adapter à ce moment-là les ressources et surtout aussi la facturation au plus près de la consommation. Donc, ce système est très intéressant lorsque vous avez, par exemple, des workloads qui sont assez erratiques. Typiquement, vous avez des pics de charge qui sont non prévus. Vous allez pouvoir les absorber sans avoir besoin de pré-provisionner des ressources. Et on s'adapte à ce moment-là à l'activité. L'autre chose, tu as parlé pour les développeurs, si tu vas sur Quick Start, automatiquement, le développeur, il aura une application exemple, d'accord, et il va pouvoir choisir, je veux en .NET, je veux en Java, je veux en Python, je veux en Go, d'accord, il a le sample qui permet directement de s'intégrer. Donc, on sait que souvent, les développeurs aiment bien le NoSQL. Là, ils ont un exemple avec le SDK. Bon, maintenant qu'on a vu la partie NoSQL, Emmanuel, est-ce que pourrais nous en dire un peu plus sur Cosmos DB, MongoDB, les corps? Azure Cosmos DB MongoDB, oui, tout à fait. Alors, ce que l'on a, hein, effectivement, on a redéveloppé un nouveau service qui s'appelle Azure Cosmos DB MongoDB. Alors, nouveau, pas vraiment, parce que maintenant, il a 2 ans, hein, il est GA depuis 2 ans. L'idée, c'est de dire, je peux travailler avec une base compatible
maximum avec l'API MongoDB, être capable de supporter la version 5, la version 6, la version 7, la version 8, les choses avancées au niveau, par exemple, du framework d'agrégation. L'important, c'est que Microsoft s'est mis d'accord avec les autres cloud providers, AWS et Google, et on a créé une base open source et multi-cloud. Donc, c'est basé sur le projet DocumentDB, d'accord, qui est un projet open source, qui est dans la Linux Foundation, qui est ou participe aussi à AWS, GCP et d'autres providers. Donc, ça vous permettrait de faire effectivement du multi-cloud si vous avez besoin. À l'intérieur, on a intégré tout ce qui est effectivement AI avec l'intégration de Discan. On reviendra un petit peu plus en détail et puis on aura une présentation pour être capable de fabriquer très rapidement des agents, des applications AI qui vont utiliser ça. On est enterprise ready, comme on l'a dit précédemment, hein, tout ce qui est authentification avec l'Entra ID, on a du manage key, on a vraiment des SLA par rapport à tout. Et puis d'un point de vue coût, l'intérêt, c'est que par exemple, nous, le backup, il est complètement gratuit, on n'a pas de choses à payer en plus. Pareil pour les interconnexions réseau, toutes ces choses-là. Donc finalement, on a une application passe clé en main, sans surcoût par rapport à d'autres effectivement choses qui sont proposées dans le monde MongoDB. Et donc, ça, c'est intéressant. Après, souvent, une des questions qu'on nous pose, c'est est-ce que vous êtes plus ou moins performant? Eh bien, si on va à la slide suivante, ce qui est assez intéressant, d'accord, c'est que effectivement, on est en général moins cher que, on va dire, nos produits concurrents. Pourquoi? Parce que on a séparé d'un point de vue architecture le compute et le stockage. Et sur le stockage, on n'est pas limité à 4 Tera, mais on peut aller jusqu'à 32 Tera. Donc, on n'est pas obligé de charder forcément. Et donc, ça peut réduire le coût global de possession de notre système. Le backup, il est complètement gratuit. 35 jours PITR, gratuit. On n'a pas de charge de support, puisque c'est un service pass intégré. D'accord? Pareil, si on est sur des environnements de dev ou pré-prod, on n'est pas obligé de mettre en haute disponibilité. Donc ça, c'est intéressant. On a intégré aussi un système d'autoscale directement. Et puis, il y a eu un benchmark fait, alors on vous laisse le lien, par Katzon, qui a comparé effectivement avec des services, notamment sur tout ce qui est performance au niveau des vecteurs, au niveau de l'AI, vu l'intégration d'Iscan, vu qu'on est natif à la base, on était très performant par rapport à nos concurrents pour être capable à la fois d'indexer, à la fois de rechercher. Pareil sur des fonctions type lookup, par exemple, par rapport à d'autres services, on est bien meilleur. Alors, on est meilleur parce que, effectivement, on intègre des choses comme le Discan, qui est vraiment le plus performant des index au niveau AI, on va dire, qui est intégré dans l'ensemble de nos bases. Et nous, on l'a aussi intégré dans Mongo. Donc ça, c'est assez intéressant. Plus que des slides, une petite démo, Richard? Tout à fait. Partons sur une démo. Une chouette démo? Et avant que tu commences la démo, peut-être Richard, pour que ce soit clair, moi, Cosmos DB, je connaissais et à l'époque, il y avait des API type MongoDB et d'autres API on top. Là, on est bien sur un autre service de type MongoDB. Tout à fait, Romain. Alors, effectivement, avant, ce qu'on avait, on avait un moteur NoSQL avec un proxy, soit Cassandra, soit Mongo. Ça posait des problèmes, puisque il fallait parler tout de suite de clé de partition. On parlait de RU, alors que dans le monde Mongo, on ne parle pas de RU, hein, on parle de M30, M40, M50, ou dans Cassandra, on a un cluster Cassandra, on n'a pas ces notions de RU. Et l'autre chose, c'était que ce n'était pas très intéressant finalement d'utiliser ça, puisque une requête qui me coûtait peut-être 3 RU en SQL me coûtait 4 RU finalement en Mongo pour la même chose, la même requête, le même type de données. Et était moins performante puisque j'avais cette proxy de traduction directement. Donc Microsoft a dit, en plus, on ne peut pas intégrer cette fonctionnalité-là parce qu'elle n'est pas dans le moteur NoSQL. Et puis dans le moteur NoSQL, on a développé des fonctionnalités comme le partition hiérarchique, par exemple, très intéressant en IoT, qu'on ne peut pas mettre avec soit une API Cassandra, soit une API Mongo, puisqu'on n'a pas ces commandes-là dans les SDK. Donc ils se sont dit, faisons quelque chose de beaucoup plus compatible, d'accord, être capable de suivre la compatibilité. Aujourd'hui, on est compatible à 98% par exemple avec Mongo sur l'ensemble des commandes sur la 8, la dernière, chose qu'on est plutôt à 60% avec l'API. Donc c'est vraiment ça qu'on présentera prochainement avec Richard dans une autre vidéo. Super. Comme vous le disiez, on a une compatibilité avec MongoDB. Et donc là, ça va être aussi l'intégration dans un outil que vous devez bien connaître, qui est VS Code. Donc,
Comme on disait en introduction, VS Code va être le lien avec toutes nos bases de données et on va avoir des extensions pour chacune de ces bases de données. Pour SQL Server, pour PostgreSQL, pour MongoDB, pour Cosmos DB NoSQL. Donc ici, on a une extension qui s'appelle DocumentDB pour VS Code qui va vous permettre d'accéder à vos différents comptes. La différence, c'est qu'elle va être directement intégrée à Azure et va vous permettre de faire une exploration de l'ensemble de vos comptes nativement en s'appuyant sur l'intra-ID. Donc là, on va supporter nativement l'authentification intra-ID. Bien sûr aussi, l'authentification classique avec user password qui va être intégré et sauvegardé au sein de l'outil. Donc en général, là, ça va vous permettre d'accéder aux différents documents avec une interface graphique, une vue de type table ou plus classique de type JSON. Vous voyez, on retrouve un peu la même chose que ce que je vous ai montré en NoSQL. Mais ce que l'on va pouvoir aussi faire, c'est directement lancer notre shell et revenir sur un écosystème connu avec un Mongo SH pour pouvoir interroger notre base de données comme si vous étiez sur un MongoDB natif. Donc, les commandes, ça n'a pas changé, c'est exactement le même outil. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir compter mes documents. J'ai quelques requêtes de présentes et à ce moment-là, le requêter aussi. Mais par contre, je peux aussi tirer de la force de VS Code, notamment avec la partie chat et l'intégration avec GitHub Copilot. Je ne suis pas un expert en Mongo et en syntaxe. À ce moment-là, je vais lui demander, bah, peux-tu me faire une requête qui va m'agréger les documents? Bon, avec quelques fautes dans la frappe. Et à ce moment-là, je vais lui dire, intègre-moi ça dans mon terminal et le tour est joué. Je vais avoir mon agrégation par propriété Touchpoint ID et il va m'agréger ces données-là. Donc tout simplement, bon là je vous ai montré une requête assez simple, mais on peut augmenter la complexité en tirant parti de l'AI directement dans VS Code pour une base MongoDB avec j'allais dire, du requêtage classique. Ouais, super démo, Richard. J'ai hâte de voir la suite et notamment comment ça se traduit dans le portail Azure. Mais je crois que vous nous préparez une petite vidéo sur ce sujet. Tout à fait. Donc, pour aller un peu plus loin, on vous a présenté plusieurs bases de données. Emmanuel, est-ce que tu peux nous aider, nous guider sur les critères de choix pour partir sur une base de données ou une autre? Tout à fait. Alors, ce qui est important, hein, c'est qu'effectivement, le NoSQL est parfait pour certains scénarios, mais surtout, s'il vous plaît, si vous avez un workload relationnel, si vous avez un workload analytics, n'utilisez pas une base NoSQL. Il y a d'autres services qui sont faits pour ça, qui marchent très très bien. D'accord? Si je dois faire une application type CRM ou une application avec des multi-joins ou des choses comme ça, utilisez SQL. Par contre, le NoSQL, bah, il va être intéressant. J'ai besoin d'une application mondiale. J'ai besoin d'une application qui va gérer tout simplement un panier dans quelque chose du clé valeur, c'est parfait. Souvent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans des applications un petit peu modernes? Ben, on voit qu'effectivement, on va utiliser à la fois une base relationnelle pour certaines parties et à la fois une base NoSQL pour d'autres. En plus, avec l'intégration Fabric, on peut réconcilier les deux mondes. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mais j'ai besoin de latence, j'ai besoin de SLA, c'est une application critique, j'ai besoin d'élasticité, puisque je vais faire des promos et puis bah, je vais avoir X milliers de personnes qui vont se connecter comme le Black Friday, comme ces choses-là. C'est important. Schéma flexible permet effectivement de développer très rapidement et très simplement, mais que ça soit du Cassandra, du Mongo ou du Cosmos, utiliser Azure Cosmos vraiment par rapport à un besoin. Et surtout, alors, on peut faire beaucoup de choses, d'accord? Il ne faut pas hésiter. Voilà. On va parler d'un petit peu de Cassandra maintenant pour expliquer. Alors, effectivement, donc, pareil, on avait avant un proxy Cassandra, hein, tu vois, comme on avait un proxy Mongo, et puis aujourd'hui, on est passé sur ce qu'on appelle Azure Cassandra Managed Instance. L'idée, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de clients nous ont dit, ah, c'est super Cassandra, parce que effectivement, Cassandra, c'est de l'open source, backuper un Cassandra, c'est compliqué, enfin, le restaurer surtout. Et puis, je voudrais avoir un service pass ou ces choses-là. L'infrastructure, effectivement, à approvisionner est compliquée. Mais ce qu'on a besoin de plus en plus, c'est d'avoir une notion de workload hybride. Et avec Azure Cosmos DB,
Cassandra Request Units, on n'avait pas cette capacité. Donc, on a créé Azure Managed Cassandra, qui est déjà un Cassandra open source, donc c'est un full Cassandra, donc compatible 100% au niveau des fonctionnalités de développement, très intéressant, puisque que ce soit avec l'API Mongo RU ou l'API Cassandra RU, finalement, on avait quelques frustrations pour les développeurs parce qu'il y avait quelques commandes qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Et puis, on va être capable donc, de créer un cluster Cassandra, un Cassandra, de le rajouter à un cluster même existant, de se connecter pour faire de l'hybrid workload, donc avoir une déportation par exemple sur des surcharges. Ça, c'est intéressant. On peut l'utiliser pour des migrations et on va avoir un service full managé directement. Slide suivante. Donc, c'est managé. On a l'intégration avec l'Active Directory, on a tout ce qui est patch de manière automatique sur les versions mineures, le backup est mis en place et la restauration. On est full compatible, donc on prend le Cassandra Tools, le driver, le SDK, on fait du CQL, ce qu'on appelle le Cassandra actuel. Voilà. Et puis on a cette notion d'élasticité où je vais pouvoir rajouter directement un nouveau nœud, supprimer un nœud, faire en sorte que mon nœud change de type de machine et soit plus performant au niveau CPU et mémoire. Donc vous avez un workload NoSQL, on va être capable avec Azure Cosmos DB. Vous avez un workload Mongo, on va être capable avec Azure Cosmos DB, MongoDB Core. Vous avez un workload Cassandra. On a Azure Cassandra Managed Instance. Les trois grandes familles les plus utilisées aujourd'hui du monde NoSQL. Vous avez des services Azure qui vous permettent, des services managés qui vous permettent directement d'hoster vos données. Et ça, c'est plutôt chouette. Super, ben merci beaucoup pour cette présentation. On arrive à la fin de cet épisode consacré aux bases de données NoSQL, notamment dans Azure. On espère que ce voyage hors des sentiers battus vous a permis de mieux comprendre pourquoi ces bases de données qui sont non relationnelles sont de plus en plus populaires et comment elles peuvent répondre à des besoins variés, à savoir la gestion de gros volumes ou des données qui sont flexibles, qui changent dans l'organisation des informations. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, messieurs? Ouais, moi je pense que c'est important aussi de rappeler que finalement, il y a 5-6 ans, on va dire, on avait 80% des bases qui étaient relationnelles, seulement 20% NoSQL. Au jour d'aujourd'hui, on est plutôt à du 70-30, d'accord? Donc en termes de nouveaux bases, dès qu'il y en a, et on sait que d'ici à 3-4 ans, on sera plutôt à du 60-40. Donc la part de marché du NoSQL grossit, que ça soit pour du type Cassandra, du type Mongo, du type NoSQL, du type document, du type clé-valeur. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup de commencer à regarder et de s'y S'y intéresser. intéresser, super. Mais encore une fois, merci Richard et Emmanuel pour cet éclairage et votre bonne humeur. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous souhaitez qu'on approfondisse certains points, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne qui est chouette et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur la data. Et surtout, restez chouettes, à bientôt. À bientôt. À bientôt!